En octobre 2016, la presse révèle que Disney se lance dans le développement d'un remake en prise de vue réelle de son grand classique Blanche-Neige et les 7 nains. Écrit par les frères Grimm en 1812, le conte a été l'objet de nombreuses adaptations cinématographiques, mais la plus célèbre d'entre elles est indubitablement celle des studios Disney, sortie en 1937 et considérée par beaucoup comme un véritable chef-d'œuvre. Réalisé par David Hand, Blanche-Neige et les 7 nains, premier long métrage d'animation du studio, est un énorme succès dès sa sortie. Il reçoit en 1939 un Oscar d'honneur, accompagné pour l'occasion de 7 petites statuettes représentant les 7 nains, avec la mention « Innovation indiscutable dans le domaine de la cinématographie », ayant charmé des millions de spectateurs et ayant ouvert au cinéma de vastes perspectives. Bref, en 2016, Disney décide de faire revivre ce classique à travers une nouvelle adaptation, cette fois-ci en live action, c'est-à-dire avec des acteurs, des décors ou encore des objets qui sont réels et pas dessinés ou modélisés. Pourtant, au fur et à mesure que le projet prend forme, il se voit de plus en plus critiqué, à tel point qu'à quelques mois de sa sortie en salle, l'échec commercial semble de plus en plus certain pour le live action. Mais comment Disney a-t-il réussi, avant même la sortie de son remake au cinéma, à transformer le conte de fées de Blanche-Neige en véritable désastre ? En juin 2021, il est annoncé que l'actrice Rachel Zegler jouera le rôle de Blanche-Neige dans l'adaptation en prise de vue réelle de Disney. Or, ce choix est très critiqué pour 2 raisons. Premièrement, la comédienne d'origine colombienne et polonaise ne correspond pas à la description physique du personnage qui, dans le conte des frères Grimm, est présenté à sa naissance avec les mots suivants. Une petite fille qui était aussi blanche que la neige, avec des joues rouges comme du sang et des cheveux noirs comme l'ébène, ce qui fit qu'on la nomma Blanche-Neige. Une polémique pour le moins similaire à celle qu'a connue l'actrice Hailey Bailey lorsqu'il a été annoncé qu'elle allait interpréter le rôle d'Ariel dans le live-action La Petite Sirène, mais qu'elle s'est vue vivement critiquée parce que sa couleur de peau et ses cheveux ne correspondaient pas au personnage. Mais pour Blanche-Neige, le problème c'est que le personnage tient normalement son nom de sa couleur de peau. Donc, prendre une actrice au teint plus foncé que celui traditionnellement associé au personnage de Blanche-Neige est une erreur pour beaucoup de personnes. C'est un peu comme si on prenait un acteur blond pour jouer Poil de Carotte et que bien sûr il ne se teignait pas les cheveux en roux pour incarner le rôle. Alors à mon sens, prendre une actrice qui n'est pas blanche comme la neige pour incarner Blanche-Neige est beaucoup plus critiquable que de prendre une actrice noire pour incarner une sirène. Pour autant, est-ce que cela change vraiment l'histoire ? Quand on y réfléchit, pas vraiment. La couleur de peau du personnage de Blanche-Neige n'a en effet aucune incidence directe sur l'intrigue. Néanmoins, elle pose certainement problème pour Disney à l'heure actuelle, car en effet, la couleur de peau blanche du personnage peut être perçu dans le conte comme un idéal de beauté à atteindre pour tout le monde, ce qui, bien évidemment, et pour des raisons évidentes, est impossible. Mais en effet, la méchante reine ne demande-t-elle pas à son miroir qui a beauté parfaite et pure ? Ce à quoi le miroir magique répond : une jeune fille est hélas encore plus belle que toi, lèvres rouges comme la rose, cheveux noirs comme l'ébène, teint blanc comme la neige. La couleur blanche de la peau pourrait ainsi être perçue comme une beauté supérieure à toutes les autres et plus pure. Alors peut-être que pour éviter toute mauvaise interprétation, Disney a préféré choisir une actrice à la peau plus foncée pour interpréter le personnage dans son remake. Mais même si l'on fait abstraction de sa couleur de peau, le choix de Rachel Zegler pour interpréter le rôle de Blanche-Neige reste vivement critiqué pour une deuxième raison, qui est que l'actrice semble peu attachée au personnage pourtant si culte de Blanche-Neige. En effet, dans une interview pour Entertainment Weekly datant de 2022, elle a notamment déclaré: I was scared of the original cartoon. I think I watched it once and then I never picked it up again. Like, I'm being so serious. I watched it once and then I went on the ride in Disney World, which was called Snow White's Scary Adventures. Doesn't sound like something a little kid would like. Was terrified of it. Never revisited Snow White again. So I watched it for the first time in probably 17 years when I was doing this film. Alors, pour sa défense, les attractions de Blanche-Neige dans les parcs Disney sont réputées pour être assez sombres et font souvent peur aux enfants, contrairement à ce qu'on pourrait penser de prime abord. Et la version de Disney World est a priori la version la plus flippante des attractions de Blanche-Neige. Donc tout ça pour dire qu'il est totalement compréhensible qu'enfant, elle ait pu avoir peur de Blanche-Neige. Personnellement, quand j'étais petite, j'avais peur de la grand-mère Feuillage dans Pocahontas, alors qu'elle est gentille, donc bon. D'ailleurs, si vous aussi vous avez eu peur de ce personnage qui, comme je l'ai dit,
écrit et pourtant gentil, dites-le moi dans les commentaires parce que vraiment je me sens très seule. Mais bref, le problème c'est que pour les gens, à partir du moment où Rachel Zegler est castée pour interpréter le personnage, elle devient en quelque sorte son ambassadrice, sa représentante aux yeux du monde. Elle se doit donc de la défendre ou au moins de ne pas la critiquer, ne serait-ce que par respect pour toutes les personnes qui auraient rêvé d'interpréter ce rôle iconique de Blanche-Neige qu'elles adorent mais qui ont été recalées. Ainsi, on peut lire dans les commentaires sous la vidéo de son interview: Rachel, si tu détestes tellement Blanche-Neige, pourquoi tu as accepté le rôle? Je ne comprends pas. Ou encore, Zegler dégage cette impression de je mérite ce rôle plus que n'importe qui, et le fait qu'elle n'ait rien de positif à dire sur l'original, c'est écœurant qu'elle ait obtenu le rôle. Bref, aux yeux du public, Rachel Zegler est loin d'être la Blanche-Neige idéale. Mais peut-on réellement lui en vouloir de ne pas avoir la couleur de peau traditionnellement associée au personnage, ou encore d'avoir eu peur du dessin animé alors qu'elle n'était qu'une enfant? Est-ce qu'au final, ce ne serait pas un peu absurde? Et puis après tout, même si elle n'aimait pas l'univers de Blanche-Neige quand elle était petite, peut-être que maintenant, elle l'apprécie davantage et qu'on pourrait donc lui pardonner, ou du moins lui laisser le bénéfice du doute. Si c'est là ce que vous pensez, laissez-moi vous dire que vos derniers espoirs sont malheureusement très certainement sur le point d'être anéantis. Si Rachel Zegler n'aimait pas la Blanche-Neige du dessin animé quand elle était petite, elle ne semble pas l'apprécier davantage maintenant qu'elle est adulte. En effet, l'actrice a déclaré au micro de Variety en septembre 2022 que l'œuvre originale de 1937 est, je cite, extrêmement arriérée en ce qui concerne les idées sur les femmes. Heureusement pour elle, mais peut-être malheureusement pour le public, elle va incarner une Blanche-Neige très différente de l'original puisque Disney a décidé de moderniser à la fois l'histoire et le personnage. You said you were bringing a modern edge to it on stage. What do you mean by that? I just mean that it's no longer 1937, and we absolutely wrote a Snow White that is not going to be saved by the prince. She's not going to be saved by the prince, and she's not going to be dreaming about true love. She's dreaming about becoming the leader she knows she can be, and the leader that her late father told her that she could be if she was fearless, fair, brave, and true. And so it's just a really incredible story for, I think, young people everywhere to see themselves in. Snow White is running for president. I'm launching my campaign. Ce à quoi la TikTokeuse The Chick Flick Show lui a répondu via la plateforme. You're right, it's no longer 1937. And you know what else women no longer have to do? Choose between a career or love. We can have both. Bref, si la Blanche-Neige de 1937 faisait le choix apparemment aujourd'hui démodé de l'amour, celle de 2025 semble faire le choix présenté comme bien meilleur et plus moderne de sa carrière. Or personnellement, je rejoins l'avis de la TikTokeuse The Chick Flick Show et me demande sérieusement en quoi il s'agit là d'un progrès pour les femmes, puisqu'il semble que nous ayons toujours un choix à faire et que la société juge assez mal celles qui ne font pas le bon selon elle. Et comme si cela ne suffisait pas, Rachel Zegler rajoute de l'huile sur le feu dans une autre interview pour Extra TV en septembre 2022 où elle va encore plus loin en déclarant I mean, you know, the original cartoon came out in 1937, and very evidently so. There's a big focus on her love story with a guy who literally stalks her. Yeah. Weird. So we didn't do that this time. Donc Rachel Zegler ne semble pas seulement dénigrer l'histoire d'amour de Blanche-Neige dans la version de 1937 en la considérant un peu comme un frein aux ambitions du personnage, mais elle estime en plus que la princesse tombe amoureuse d'un stalker. Alors personnellement, pour comprendre pourquoi elle disait ça, j'ai regardé le film d'animation. Et à mon grand étonnement, je dois avouer que j'ai un peu compris ce qu'elle voulait dire, même si je trouve le terme un peu excessif. Pour rappel, voici ce qui se passe lors de la première rencontre de Blanche-Neige et du prince. Le prince est sur son cheval et passe près du château où vit Blanche-Neige lorsqu'il l'entend chanter. Au départ, il ne la voit pas, mais il est simplement attiré par sa voix. Il escalade alors un mur pour la rejoindre dans la cour près du puits où elle chante, mais la jeune femme prend peur en le voyant et s'enfuit en courant dans le château. Le prince se met alors à chanter à son tour et la scène finit avec Blanche-Neige qui l'écoute depuis son balcon. Alors à mon sens, ce qui pousse Rachel Zegler à qualifier le prince de stalker, c'est le fait qu'il escalade un mur et pénètre dans une propriété privée sans autorisation pour aller rencontrer une jeune femme qui prend peur et s'enfuit. Il est vrai que présenté comme ça, le comportement du prince est assez discutable. Pour autant, le problème me semble assez facile à régler. En gros, il suffisait de faire passer le prince par la porte dans la version de 2025 ou bien tout simplement de retirer le mur. Bref, les scénaristes n'avaient qu'à modifier légèrement la scène de manière à ce que le prince soit autorisé à entrer dans la cour ou bien qu'il rencontre Blanche-Neige dans un lieu public par exemple, et voilà, on n'en parlait plus. Aussi, l'autre raison qui aurait pu pousser l'actrice à qualifier le prince de stalker,
cœur, c'est le fait qu'il ait dit à la fin du film que le prince a cherché partout la princesse, mais en vain. Alors ok, il l'a cherché partout, mais à ce stade, il avait déjà rencontré la princesse et ils étaient amoureux l'un de l'autre, donc à mon sens, il n'y a rien d'étrange à ce qu'il la recherche. Mais hélas, le rôle du prince ne semble vraiment pas trouver grâce aux yeux de Rachel Zegler, qui dans la suite de son interview semble laisser penser que le film serait presque mieux sans lui. I'm sure a lot of people will assume it's a love story just because like we cast a guy in the movie, Andrew Burnap, great dude. It's really not about the love story at all, which is really, really wonderful. And whether or not she finds love along the way is anybody's guess until 2024. All of Andrew's scenes could get cut, who knows? It's Hollywood, baby. Alors déjà que le prince n'est pas très présent dans le dessin animé de Disney parce qu'on ne le voit finalement qu'au début pour la rencontre et qu'à la fin pour le baiser, elle laisse entendre que ça ne changerait finalement pas grand chose de carrément le retirer du remake. Bref, le message semble assez clair, au 21e siècle, une femme n'a pas besoin d'un homme dans sa vie pour réussir, l'amour c'est mal et d'ailleurs pour vous le prouver, débarrassons-nous des hommes. Alors ok, j'exagère peut-être un peu, mais personnellement à l'écouter, j'ai vraiment l'impression que c'est le message général qu'elle veut faire passer dans sa version moderne de Blanche-Neige et je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me dérange vraiment. D'autant que cette Blanche-Neige 2.0, leaduse des temps modernes, semble également s'être approprié les défauts des plus grands dirigeants qui ne mettent jamais la main à la pâte et se contentent de donner des ordres. En effet, dans la scène de la chanson Siffler en travaillant, dévoilée en avant-première lors de la convention D23 en août 2024 et partagée illégalement sur les réseaux sociaux depuis, les internautes ont remarqué un changement subtil mais à leurs yeux lourd de sens dans les paroles que prononce Blanche-Neige avant de se mettre à chanter. Dans la version du film d'animation de 1937, Blanche-Neige répartit les tâches ménagères entre les animaux et elle-même. Mais dans la nouvelle version prévue pour 2025, Blanche-Neige donne les tâches ménagères cette fois-ci aux nains et ne fait rien elle-même. Les internautes reprochent donc à cette nouvelle Blanche-Neige d'avoir le comportement classique d'une girl boss qui donne des ordres sans rien faire elle-même. Blanche-Neige serait donc devenue carrément ingrate envers les nains qui l'accueillent pourtant généreusement dans leur maison. Les commentaires des internautes sont ainsi assez cinglants quant au nouveau comportement du personnage emblématique de Disney. On peut notamment lire « Donc, au lieu qu'elle cuisine, nettoie en guise d'offrande pour lui permettre de rester en sécurité et cachée avec eux, dans cette version, elle s'introduit par effraction et les force à cuisiner et à nettoyer pour elle. Donc, dans cette version, c'est elle la méchante, compris. » Ou encore « Donc, en gros, elle s'introduit par effraction dans leur maison et réduit en esclavage les nains qui y vivent. » Ceci dit, nuançons un peu les critiques des internautes, car s'ils accusent la nouvelle Blanche-Neige d'entrer par effraction chez les nains, on pourrait en dire tout autant de la Blanche-Neige version 1937 qui entre pour la première fois chez les nains lorsqu'ils ne sont pas là. Bref, en résumé, à ce stade, on a une Blanche-Neige pas tout à fait blanche et un prince qui va peut-être nous poser un lapin le jour J. Mais peut-être que au moins on aura les 7 nains. Eh bien désolé de vous décevoir, mais j'ai bien peur qu'encore une fois, vos espoirs soient sur le point d'être anéantis. Dans un épisode du podcast de Marc Maron, diffusé en 2022, l'acteur Peter Dinklage, notamment connu pour son rôle de Tyrion Lannister dans la série Game of Thrones, et qui, précisons-le tout de suite, n'a rien à voir avec le remake de Blanche-Neige à la base, a tout de même déclaré « Sans vouloir offenser qui que ce soit, j'ai été un peu surpris qu'il soit très fier d'avoir choisi une actrice latina pour jouer Blanche-Neige, mais qu'il raconte toujours l'histoire de Blanche-Neige et les 7 nains. Prenez du recul et regardez ce que vous faites là. Cela n'a aucun sens pour moi. D'un côté, vous êtes progressiste et de l'autre, vous continuez à mettre en avant cette foutue histoire rétrograde de 7 nains qui vivent ensemble dans une grotte. Qu'est-ce que vous faites là, les gars? N'ai-je rien fait pour faire avancer la cause à mon échelle? Je suppose que je ne fais pas assez de bruit. Bon, alors corrigeons-le tout de suite sur un point. Non, les nains ne vivent pas dans une grotte, ils vivent dans une maison au milieu des bois. Mais bref, passons. Suite aux propos de Peter Dinklage, Disney s'est défendu en répondant via un communiqué transmis au site The Hollywood Reporter le jour même de la diffusion de l'interview de l'acteur. Pour éviter de renforcer les stéréotypes du film d'animation d'origine, nous adoptons une approche différente avec ces 7 personnages et nous avons consulté des membres de la communauté des nains. Il faut dire que la question des nains dans les adaptations de Blanche-Neige prête à débat depuis plusieurs années. Par exemple, lorsque Universal a sorti le film Blanche-Neige et le chasseur en 2012, le film a suscité de nombreuses critiques pour avoir choisi des acteurs de taille normale pour jouer les nains et utiliser des effets spéciaux pour les réduire. Mais même
lorsque des personnes de petite taille sont choisies, comme dans le film Blanche-Neige avec Julia Roberts, également sorti en 2012, certaines personnes, comme l'acteur Marc Povinelli, qui interprète un nain dans le film, se désolent du peu de variété dans les rôles proposés aux personnes atteintes de nanisme, souvent cantonnées à des personnages dans le domaine du fantastique. Bref, pour résoudre ce problème, Disney prend finalement une décision assez radicale et annonce que dans son remake de Blanche-Neige, il n'y aura finalement pas de nains et qu'ils seront remplacés par des créatures fantastiques en images de synthèse. Et du coup, le film ne s'appellera pas Blanche-Neige et les 7 nains, mais simplement Blanche-Neige. Et au final, ne restera au casting de la version 2025 qu'un seul acteur de petite taille, à savoir Martin Kleba dans le rôle de Grincheux, qui n'apparaîtra cependant techniquement pas à l'écran puisque son personnage sera intégralement réalisé en images de synthèse. Bref, mais le truc, c'est que toutes les personnes de petite taille ne sont pas d'accord avec les déclarations de Peter Dinklage et avec la décision prise par Disney. En effet, certaines estiment que cela les prive d'opportunités professionnelles et du bonheur d'interpréter pour certains un rôle dont ils auraient rêvé. Par exemple, le comédien atteint de nanisme Dylan Possel a déclaré au Daily Mail: It's taking jobs away from our community if a dwarf just dreams of being an actor. And in a Disney film, this role is made for them. So now you're taking these roles of not just one, but 7 little people away because you feel like we have to make progression. It's so stupid. You're actually doing worse for the community than better. So this would be like the dream role for me. Being cast as a dwarf, it would be incredible. Bref, pour le comédien, l'acteur de Game of Thrones ne dessert pas leur cause en ne laissant pas l'opportunité à des acteurs nains de travailler. Alors au final, on se rend compte pour la défense de Disney que prendre une décision sur la question des nains semble vraiment compliqué, étant donné que la communauté de personnes atteintes de nanisme est elle-même très divisée sur la question. Quoi qu'il en soit, en octobre 2023, Disney dévoile finalement un premier aperçu de ce à quoi vont véritablement ressembler ces 7 créatures fantastiques dans son remake, à travers une première image où l'on voit Blanche-Neige entourée des 7 créatures, suivie quelques mois plus tard, en août 2024, de la première bande-annonce officielle du film, dans laquelle on peut voir les créatures fantastiques danser avec Blanche-Neige. Alors je sais pas ce que vous en pensez en voyant ces images, mais moi j'ai l'impression que pour créer ces créatures fantastiques, Disney a juste pris un abonnement à Midjourney. Et encore parce que si c'était vraiment le cas, je me demande si Midjourney n'aurait pas fait un meilleur travail que ça. Parce que vraiment personnellement j'aime pas du tout le rendu final qui selon moi fait très fake. Aussi, en plus du rendu du coup qui est assez critiqué, sous le trailer, on peut lire dans les commentaires une critique qui revient assez régulièrement, à savoir que le film utiliserait au final trop de CGI, c'est-à-dire d'images générées par ordinateur. Tout est en images de synthèse et ils appellent ça du live action bizarre. En fait, effectivement, en choisissant de créer les créatures fantastiques et les animaux en images de synthèse, Disney se détourne un peu du live action à proprement parler pour créer plutôt un film hybride entre le live action et le film d'animation. Un peu comme le remake du Roi Lion réalisé par Jon Favreau qui utilise des techniques d'animation mais également des outils propres au live action. Mais ceci dit, à mon sens, le problème principal n'est pas tant qu'il y ait trop d'effets spéciaux, encore que, étant donné que dans ce cas précis, on l'a vu, ça vient retirer des opportunités de rôle à certaines personnes qui les voulaient, ça reste donc à mon sens tout de même un problème, mais surtout, le gros problème au final, c'est qu'il soit de si mauvaise qualité au point de gâcher l'esthétique du film. Bref, résultat, le trailer de Blanche-Neige version 2025 s'est vu largement critiqué et a battu des records en termes de dislikes, avec quelques jours après sa sortie, 69 000 likes pour 738 000 dislikes, devenant par la même occasion l'un des trailers les plus détestés de l'histoire de Disney. Ainsi, à quelques mois seulement de sa sortie en salle, il paraît difficilement concevable au vu des réactions très négatives qu'il suscite que le live-action de Blanche-Neige soit un succès au box-office. À vrai dire, ce sera déjà très certainement un miracle si le film arrive à rentrer dans ses frais. En même temps, même moi qui suis habituellement une bonne cliente des live-action de Disney, je ne suis vraiment pas certaine d'aller le voir sur grand écran. Au final, je trouve que David Hand, fils du réalisateur du Blanche-Neige et les 7 nains d'origine sorti en 1937, n'a pas entièrement tort lorsqu'il déclare en août 2023 dans les colonnes du journal britannique The Telegraph, Disney ne devrait pas s'emparer d'un classique pour le réécrire. Prenez autre chose, inventez de nouveaux personnages. Disons qu'en fait, à un moment donné, lorsque l'on veut trop changer une œuvre parce qu'on ne la juge plus au goût du jour, on peut sérieusement se demander s'il ne serait pas mieux de carrément en créer une nouvelle.
Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à lâcher un like et à vous abonner pour soutenir la chaîne. À très vite pour une prochaine vidéo.